Ceci est un livre audio autogénéré par Google. Première partie, de Brunssee à Brunssee. Au cours de l'été 1907, une vingtaine de garçons de milieux sociaux très différents partent camper sur l'île de Brunssee, au sud de l'Angleterre, à l'initiative du lieutenant-général Robert Baden-Powell, perçu en Grande-Bretagne comme un héros de la guerre des bourgs. Le scoutisme est né, et son inventeur, familièrement désigné par les initiales de son nom, BP, prononciation BP, finit par prendre sa retraite de l'armée afin de se consacrer pleinement à la proposition qu'il a d'abord imaginée pour les jeunes Britanniques et qui rencontre un véritable succès dans son pays, au sein de l'Empire et même au-delà. En 1997, l'Organisation mondiale du mouvement scout confie à un groupe de travail le soin de préparer le centenaire de cette initiative pédagogique devenue progressivement mouvement planétaire. Une reconstitution du premier camp de Brunssee est envisagée pour 2007. Comment le scoutisme, expérimenté dans un laboratoire insulaire, s'est-il transformé en un phénomène mondial? Chapitre 1. Le scoutisme avec Baden-Powell, de 1907 à la Seconde Guerre mondiale. Le temps des fondations, 1907 à 1920. Une intuition pédagogique au service de l'Empire britannique. Au début du XXe siècle, Baden-Powell, officier colonial de l'Empire britannique, héros national depuis le siège de Mafeking, réfléchit à une adaptation civile destinée aux jeunes de son ouvrage Aid to Scouting, publié en 1899 pour aider les sous-officiers et les soldats dans leurs tâches d'éclaireurs, comme l'explique Henry Van Effenter dans son Histoire du scoutisme. Vers 1906, l'idée des apostrophes, appliquée à la formation des jeunes en temps de paix, les méthodes qui avaient si bien réussi pour l'entraînement des éclaireurs militaires, avait pris forme dans l'esprit de Baden-Powell. Il avait déjà tracé les grandes lignes du système. Il avait défini les qualités maîtresses à développer: discipline, observation, endurance, patriotisme, esprit de chevalerie et sens de l'honneur, application au service d'autrui. Il proclamait que la vie de plein air et le régime des camps seraient la meilleure école pour la jeunesse. Bien plus, en grand organisateur, BP prévoyait déjà un schéma très simple et très souple pour lancer sa méthode. Groupement des garçons en patrouille d'une demi-douzaine sous la conduite de l'un d'eux et en troupe, de 4 à 8 patrouilles. Appel à des adultes ou scoutmasters pour diriger les troupes, entraînement des garçons et des chefs par un manuel gradué à bon marché. Baden-Powell décide alors de procéder à un essai, ce qui le conduit à organiser le camp de Brunssee, expérience qui le conforte dans ses idées, et publie en 1908 Scouting for Boys sous forme de fascicules bientôt réunis en un seul volume. Mais, alors que le fondateur du scoutisme s'en tient à l'idée que sa proposition doit être utilisée par les mouvements de jeunesse déjà existants, le succès auprès des jeunes l'amène à créer une structure autonome, l'Association des Boy Scouts, 1909. Par ailleurs, il tient compte, non sans précaution, du souhait exprimé par les filles de pratiquer le scoutisme. Ainsi naissent les Girl Guides, qui connaissent leur véritable envol lorsque Lady Baden-Powell prend les affaires en main. La proposition de Baden-Powell, qui offre aux jeunes un idéal, traduit dans la promesse prononcée par celui qui désire vivre en éclaireur, de service envers Dieu, le roi et autrui, est à ses débuts une initiative destinée à soutenir la vitalité d'un empire. L'historien Christian Guérin souligne ainsi que les objectifs immédiats de Baden-Powell, à l'origine, sont simples. Offrir à chaque jeune Britannique la possibilité de devenir un gentleman accompli pour la plus grande gloire de la couronne, de la nation, de l'empire et de l'entreprise. Cette finalité s'inscrit dans le contexte particulier de la société britannique de la fin du XIXe siècle et du début du XXe siècle. Nombre de sujets de Sa Gracieuse Majesté britannique, qui se souviennent des destinées de l'Empire romain, s'interrogent sur la capacité, pour un pays peuplé seulement de 40 millions d'habitants, de conserver durablement un empire aussi vaste. Mais si elle perd son empire, la Grande-Bretagne ne risque-t-elle pas de connaître la décadence? Écrit André Ancrevet. Pour autant, il n'y a pas qu'une veine chez Baden-Powell. L'insertion du scoutisme dans cette société d'outre-Manche de la fin du XIXe siècle et du début du XXe siècle ne doit pas masquer une autre réalité. Sa pédagogie est intrinsèquement une pédagogie de l'ailleurs. Une pédagogie des l'ailleurs. L'idée de dépassement des frontières est présente originellement. Baden-Powell,
qui a beaucoup observé ce qui l'entourait et ceux qui l'entouraient au cours de sa carrière coloniale, intègre en effet dans sa méthode, en se les réappropriant, des pratiques en usage dans des contrées lointaines, technique des jeux de piste, construction de huttes, imitation du cri des animaux, chant zoulou ngonyama, dont les paroles peuvent être traduites ainsi, il est un lion. Oui, il est meilleur qu'un lion, il est un hippopotame, etc. Or, dépasser les frontières, c'est reconnaître une valeur à cet ailleurs et à ses habitants, alors que le discours scientifique de l'époque dévalorise les pratiques primitives. Daniel Denis, animateur d'un séminaire intitulé Pédagogie de l'aventure et idéologie de la conquête du monde, l'explique. On peut suggérer que la vitalité des hommes, la force des rites, l'envoûtement des danses et la subtilité des tactiques de combat fascinent l'officier impérial dont la patrie lointaine ne cesse d'apparaître en comparaison comme décadente, mesquine, étriquée, enfermée dans des stéréotypes dépassés, noyée dans un climat délétère. Cette conviction ne se limite pas à reproduire le discours convenu sur la dégénération qui, en Europe, depuis le XVIIIe siècle, entretient l'anxiété et constitue le creuset de l'éducation physique. Au-delà, on peut discerner chez Baden-Powell une véritable révélation de la supériorité de l'homme sauvage. Les extensions du scoutisme aux plus jeunes, louveteaux, et aux aînés, routiers, portent elles aussi la marque des horizons lointains. Ainsi, lorsque Baden-Powell s'aperçoit que des garçons qui n'ont pas encore atteint l'âge de 11 à 12 ans souhaitent suivre les traces de leurs grands frères, c'est dans la jungle qu'il les projette. L'enfant emprunte le chemin de Mowgli, le petit bonhomme élevé par les animaux du livre de la jungle de Kipling. De même, au cours de la Première Guerre mondiale, une réflexion est engagée sur la question des aînés. Elle aboutit en 1922. Le cadre proposé n'a pas la même netteté certes que dans les deux autres branches, mais le terme qui désigne ces aînés, routiers, rovers en anglais, apparaît notamment comme une invitation au voyage. Premiers pas internationaux. De 1908 à 1914, non seulement le scoutisme, encouragé par Édouard VII puis George V et par un autre membre de la famille royale, le duc de Connaught, consolide ses positions en Grande-Bretagne, mais il commence également à se diffuser au-delà, non sans dissidence d'ailleurs 10. Dès 1908, au moment de la publication de Scouting for Boys, dont on signale des traductions en russe et en norvégien dès la même année, les premières patrouilles d'éclaireurs apparaissent au Canada, en Australie et en Nouvelle-Zélande, en 1909, en Inde et au Chili, d'où le scoutisme s'étend en Argentine et au Brésil, en 1910, aux États-Unis et en Europe continentale, Belgique, Hollande, France, Danemark, Norvège, Suède, en 1911, année au cours de laquelle, dans le numéro d'octobre de la Scout Headquarters Gazette, Baden-Powell propose la création d'un département extérieur, afin de maintenir les contacts avec les scouts des pays étrangers, en Russie. Plusieurs raisons contribuent à l'extension du scoutisme hors de son noyau d'origine. Bien sûr, les liens entre les îles britanniques et les colonies ou dominions constituent un facteur important de diffusion mondiale. Mais plus largement, comme le souligne André Ancrevé, la Grande-Bretagne est perçue par plus d'un Européen comme le phare de la civilisation occidentale. En effet, non seulement ce petit pays a conquis un immense empire colonial, le plus grand qui ait jamais existé sur cette terre et sur lequel le soleil ne se couche jamais, mais il donne le ton dans un très grand nombre de domaines, notamment dans celui des jeux collectifs, football, basketball, rugby, tennis, etc., qu'il invente et qui sont promis à une renommée universelle. Il conclut : de ce fait, il n'est pas surprenant de constater que quelques années seulement après sa création, le scoutisme se diffuse hors de son pays d'origine et en France en particulier. La personnalité du fondateur et l'énergie qu'il déploie ne sont pas étrangères au succès de la méthode, comme en témoignent en particulier ses multiples voyages hors de Grande-Bretagne. Il entreprend ainsi par exemple, une tournée internationale en 1912, grâce à Lee Kiddick, spécialiste des tournées de conférences pour personnalités. Passager à bord de l'Arcadian, où il rencontre d'ailleurs sa future épouse, Baden-Powell prend la direction de l'Amérique. Au cours de son périple, qu'il met à profit en prononçant 132 conférences et discours, il se rend également en Asie, Japon, Chine, Hong Kong et Philippines, en Océanie, Nouvelle-Guinée, Australie et Nouvelle-Zélande et en Afrique, Afrique du Sud. Ce fut une tournée passionnante pour un homme qui ne réalisait pas encore à quel point ses idées avaient pénétré partout, ni quelle vénération il inspirait à des centaines de milliers de garçons de par le monde, précise Henry Van Effenter.
Ce sont donc également les jeunes eux-mêmes qui assurent la diffusion du scoutisme, d'autant qu'U' ont lieu des rencontres entre éclaireurs de différents pays. Au rallye où Baden-Powell aime à réunir des éclaireurs d'Angleterre, s'associent des représentants du scoutisme étranger. Il n'y en a pas encore parmi les 1500 jeunes rassemblés en septembre 1908 à Manchester, mais dès l'année suivante, une troupe allemande est présente au Crystal Palace à Londres. 2 ans plus tard, le 4 juillet 1911, à l'occasion des fêtes qui viennent de marquer le couronnement du roi George, Baden-Powell rassemble 30 000 éclaireurs de l'Empire britannique. Des Écossais, des Gallois, des Irlandais, mais aussi des Maltais, des scouts de Gibraltar et plus d'une centaine de Canadiens. Enfin, au cours de l'été 1913 se déroule le camp international de Birmingham, présenté ainsi par Laszlo Nagy dans 250 millions de scouts. Ce fut un exploit remarquable. Plus de 30 000 jeunes accoururent à ce rallye gigantesque, la plupart originaires du Royaume-Uni et de ses territoires dépendants, mais il y eut aussi des Polonais, Chinois, Autrichiens, Hongrois, Allemands, Espagnols, Italiens, Hollandais, Français, Belges, Norvégiens, Danois, Suédois et un très fort et très impressionnant contingent des États-Unis. Le beau temps aidant, ce qui ne caractérisera pas les futurs grands rassemblements internationaux, le camp obtint un succès public et populaire aussi. Et tout le monde, participants et visiteurs, put apprécier la variété extraordinaire des activités exercées. Danseurs, chanteurs, musiciens montraient leur talent. Des troupes présentaient leur travail de charpentier, de plombier, d'électricien, de tailleur, de ravaudeur, de cordonnier et autres métiers. On put voir à l'œuvre des jeunes en train de canner et rempailler des chaises, faire des corbeilles, des paniers et autres objets en rotin. Les activités scouts plus spécialement considérées comme telles ne furent pas oubliées, tout comme les sports, cyclisme, lutte, gymnastique et autres. Le rallye de Birmingham publia son propre quotidien, écrit, imprimé et distribué exclusivement par les jeunes. Ce fut donc une belle démonstration de ce que les scouts étaient capables de faire pour eux-mêmes et pour les autres. La diffusion internationale du scoutisme résulte aussi de l'intérêt que lui portent des adultes. Certes, des critiques voient le jour, en Grande-Bretagne comme ailleurs, militaristes pour les uns, pacifistes pour les autres, conservateurs pour les uns, socialistes pour les autres, le scoutisme fait parler de lui. Il n'en reste pas moins que des soutiens se manifestent, y compris au plus haut niveau. Ainsi, aux États-Unis, les présidents Roosevelt et Taft, comme leurs successeurs et de très nombreux chefs d'État plus tard et aujourd'hui encore, acceptent la présidence d'honneur ou le poste de chef scout de l'Association scout nationale. Plus généralement, qu'un homme entreprenant ait en Grande-Bretagne constaté le succès du scoutisme et compris l'essentiel de la méthode à sa rentrée dans son pays d'origine, il essayait à son tour. Il n'en fallait pas plus pour créer un nouveau foyer de scoutisme. D'autant plus que le sort des enfants, des jeunes, dans la nouvelle société qui se dessine au XIXe siècle, issue de la révolution industrielle, préoccupe État, Église et éducateurs. Par ailleurs, l'intérêt de certains adultes est lié au contexte des rivalités impériales, comme le montre en France la tentative en 1911 de fédérer les divers essais de scoutisme qui se sont fait jour en province. Se penchant sur le cas français, Daniel Denis écrit en effet: le projet d'institutionnalisation du scouting en France se fait au sein d'un réseau formé d'hommes qui ont tous été impliqués depuis une vingtaine d'années dans la recherche du renseignement militaire en Angleterre. Arrêtons-nous un instant sur ce constat. Ce sont ceux qui font profession de contrer les ambitions militaro-politiques de l'Angleterre qui s'emploient à diffuser en France une invention militaro-éducative britannique. Tout comme le sport au siècle précédent, le scoutisme est une invention symbolique dont la diffusion mondiale ne s'explique nullement par un quelconque prosélytisme des promoteurs anglais, mais par l'opiniâtreté imitatrice de leurs adversaires continentaux les plus résolus. Le lieutenant de vaisseau Nicolas Benoît, qui se trouve en Angleterre en 1910 pour y passer un brevet d'interprète par exemple. Paradoxe, la diffusion du scoutisme à l'international passe aussi par l'affirmation d'objectifs nationaux. Le projet évoqué échoue cependant, suite à des divergences de vues entre les protagonistes. 2 associations, les Éclaireurs de France, E-DF, et les Éclaireurs unionistes, E-U, rattachés aux Unions chrétiennes de jeunes gens UCJG, se constituent. En définitive, le scoutisme se caractérise par sa capacité à prendre en compte à la fois les besoins de la société et les aspirations des jeunes.
Il se caractérise également par cette dualité entre des références nationales et des références internationales. Mais les unes ne peuvent ignorer les autres. À partir de 1912, la vague de nationalisme qui traverse la société est plus sensible encore dans le mouvement E-U. Elle se manifeste par exemple à travers les remises de drapeaux aux troupes qui se multiplient sans qu'aucune prescription officielle ou publication du mouvement ne vienne en fixer les modalités, ni même en instituer l'usage. La première cérémonie de ce type a lieu à Orléans, en février 1912. Après la prestation de serment des éclaireurs, le commandant Wurtz remet son drapeau à la troupe. Celui-ci porte sur une face l'inscription Éclaireurs d'Orléans, et la devise des E sans peur et sans reproche, encadrant un coq à l'allure martiale, citation d'une revue. Cependant, l'autre face du drapeau porte l'inscription Fraternité internationale des éclaireurs unionistes, et la devise universelle, Sois prêt, montrant ainsi que la sensibilité au nationalisme n'altère pas la tradition unioniste fondée sur l'appartenance à une organisation internationale. La Première Guerre mondiale ne porte pas de coup d'arrêt au scoutisme, au contraire. Les Boy Scouts britanniques se mobilisent à leur manière pour leur pays, secours aux blessés, collecte de vieux papiers et de métaux, surveillance des côtes, etc. On retrouve des actions similaires en France et Arnaud Bobéro note, au sujet des éclaireurs unionistes, leur volonté de participer à l'effort de guerre intègre les éclaireurs unionistes dans un courant plus large auquel participent toutes les structures traditionnelles d'encadrement de la jeunesse. Une tentative de mobilisation intellectuelle et morale de l'enfance qui conduit à l'émergence d'une véritable culture de guerre. Mais qu'en est-il alors de la dimension internationale ? La dimension internationale du scoutisme sort renforcée de l'épreuve de la guerre. 3 décisions importantes en effet sont prises. La première est la nomination d'un responsable chargé des liens entre les scouts britanniques et leurs homologues étrangers. Hubert S. Martin, diplomate de carrière, devient ainsi le premier commissaire international de l'histoire du scoutisme. Pour faciliter les communications, d'autres pays suivent alors l'exemple de la Grande-Bretagne. La deuxième décision est la création d'un centre de formation pour chefs, à Gilwell, près de Londres, dans une propriété achetée grâce à la générosité et à la fortune d'un responsable scout de district en Écosse, W.F. de Bois-Maclaren. Or, Gilwell Park, inauguré en juillet 1919, est d'une grande importance car on y forme non seulement des chefs britanniques, mais également des chefs étrangers. Enfin, au cours de la guerre, l'idée d'organiser une grande rencontre internationale à l'issue du conflit est lancée. Ainsi naît la tradition scout du Jamboree. La route du succès, de 1920 à la Seconde Guerre mondiale. Tisser des liens pour assurer la paix. Le premier conflit mondial a profondément marqué le fondateur du scoutisme, comme le suggère la fréquence du terme paix, dans ses discours ou dans ses écrits. C'est le cas par exemple lorsqu'il expose les raisons qui ont motivé l'organisation du premier Jamboree à l'Olympia de Londres, au cours de l'été 1920. Doit expliquer que nous avons inclus le mot international dans la description du Jamboree pour montrer que nous y accueillons avec joie les éclaireurs du monde entier, s'ils désirent venir. Cela pour marquer le rétablissement de la paix, rendre hommage à ceux qui sont tombés et inaugurer une époque de reconstruction et de relations meilleures dans le monde. L'occasion serait manquée si nous n'invitions pas nos amis d'outre-mer, non pas seulement ceux qui furent nos proches alliés, mais aussi les neutres et même ceux qui furent momentanément nos ennemis où qu'ils se trouvent. C'est encore le cas dans La route du succès paru en 1922. Les routiers forment une fraternité de plein air et de service. Ce n'est pas seulement une fraternité, mais une fraternité joyeuse, avec sa camaraderie des camps, son uniforme, ses foyers ou lieux de réunion, dans le monde entier. Puisque c'est une fraternité de gens qui vont à l'aventure, tu peux, si tu en es membre, étendre tes voyages aux pays étrangers et là te lier d'amitié avec tes frères routiers des autres nationalités. Cet aspect de notre mouvement est non seulement intéressant et éducatif, mais il est destiné à devenir une étape réelle vers l'objectif d'assurer la paix future du monde par la bonne volonté réciproque. C'est dans ce contexte particulier de l'immédiat après-guerre que sont posées des fondations essentielles pour l'avenir du scoutisme à l'échelle internationale. En effet, à l'occasion du premier Jamboree, des délégués venus des 5 continents se réunissent et prennent d'importantes décisions.
On doit désormais organiser tous les 2 ans une conférence, élire un comité pour s'occuper des affaires importantes entre 2 réunions, et ouvrir un bureau international. Une pièce est louée dans le bâtiment du quartier général britannique au 25 Buckingham Palace Road, et un secrétariat est engagé grâce au don d'un chef scout américain, F.F. Peabody. Par ailleurs, 2 Américains, James E. West, responsable, commissaire général des Boy Scouts of America, et Mortimer Schiff, bienfaiteur du scoutisme international et américain, sont chargés d'élaborer une constitution et des statuts pour la nouvelle organisation. Le jeune bureau international, dirigé par Hubert S. Martin déjà mentionné, crée alors une revue scout trimestrielle, Jamboree, première parution en janvier 1921, et s'attelle à la préparation de la conférence qui doit se dérouler à Paris en 1922. Laszlo Nagy rappelle à quel point cette conférence se révèle capitale. La constitution scout fut adoptée et un comité international élu, dont une des caractéristiques principales, aujourd'hui encore en vigueur, était que ses membres une fois élus ne représentaient plus leur pays d'origine respectif, mais mettaient leur talent au service du mouvement international. Autre aspect important, cette première légifération fixait les buts et principes du mouvement ainsi que les conditions à remplir pour devenir membre reconnu. Comme il fallait s'y attendre, Baden-Powell fut élu président du comité et y présenta ses idées sur l'avenir, habitude qu'il conserva jusqu'en 1937, sa dernière participation personnelle à une conférence internationale. Quant au Jamboree, il rassemble 6 à 8 000 scouts de 21 pays indépendants et de 12 territoires dépendants de la Grande-Bretagne. Une performance, comme le souligne Henry Van Effenter, des milliers d'éclaireurs qui ne s'étaient jamais connus, qui ne parlaient pas la même langue, firent l'expérience d'une vie commune inspirée par une règle unique, la loi scout de Baden-Powell. Ce fut un succès éclatant. Le souvenir du drame de la Grande Guerre empêchait de prendre à la légère un semblable effort de compréhension et de fraternité entre nations. Ce fut une révélation pour beaucoup, sans doute aussi pour Baden-Powell lui-même. Laszlo Nagy confirme, 12 ans après sa fondation, moins de 2 ans après la fin des hostilités, le scoutisme fut capable d'unir toutes les nations, ex-ennemies comprises, sous un même uniforme en un même cœur. L'impact de l'événement sur l'opinion publique fut considérable et la présence du roi et de 2 futurs rois indiquait que le scoutisme était pris au sérieux, même en haut lieu. Toutefois, l'idée de fraternité et de paix ne va pas de soi. En témoigne un article d'Éclaireur de France d'avril 1919, en réponse à une lettre de Baden-Powell invitant à la paix. Oublier serait bien le pire danger pour l'avenir. Et déclarons nettement de notre idéal scout, nous excluons dans leur descendance ces boches sans honneur et sans foi. Chants, jeux, danses, sports, etc. rythment les journées du Jamboree. Naturellement, Baden-Powell, dans un tel rassemblement, ne passe pas inaperçu. Il est même proclamé chef scout du monde. Le dernier jour, alors qu'il s'apprête à livrer son message de conclusion et qu'il regarde le défilé des délégations, Baden-Powell voit un scout sortir des rangs et se planter devant lui. « Nous, les scouts du monde, nous vous saluons, Sir Robert Baden-Powell, comme le chef scout du monde. » Un tonnerre d'applaudissements, doublé de milliers de cris et d'acclamations dans plusieurs langues, accueille cette nomination. Profondément touché, le nouveau chef scout du monde impose le silence et livre son message final, entièrement orienté vers la recherche de la paix. Une extension quasi mondiale. Le scoutisme connaît une remarquable extension quantitative. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.